Bienvenue dans le Sentier, un quartier où la vérité ne ment pas, mais où elle prend une drôle de tournure. Vous êtes juste en caleçon chaussettes et ça prend 3 secondes. Je vais te photographier en 3D. Ouais. Oui, décidément, ce repère historique de Paris a vraiment changé d'accent. On est dans le Sentier, le Silicon Sentier, qui est un peu à l'image de la Silicon Valley aux États-Unis. Malgré sa mutation en cours, il sait pourtant rester haut en couleur et s'amuse à entretenir la légende. Qu'est-ce que je peux te dire? En transporter les billets dans les sacs poubelles? Allez, venez redécouvrir le Sentier dans ce nouvel épisode de Paname. Je vous emmène aujourd'hui dans le Sentier. On pense tout de suite au textile et au film La vérité si je mens. À l'époque, toutes ces petites rues grouillaient sous l'activité. Aujourd'hui, on trouve encore des grossistes de tissus, mais de moins en moins de façonniers, ces ouvriers de la coupe et de la couture. Que du bonheur est un petit atelier qui tient bon. Son patron, M. Shibani, a travaillé 30 ans pour une société qui a fait faillite. Il a alors racheté les machines et s'est mis à son compte afin de poursuivre le métier qu'il aime tant. Les textiles, ça change tout le temps. Les nouveautés, les matières, tout le temps, ça a toujours des nouveautés qui arrivent derrière. Dès qu'on touche le tissu, on sait quel produit, comment il faut travailler déjà. Est-ce qu'il faut travailler rectomètre? Est-ce qu'il faut le travailler au chariot? Est-ce qu'il faut les faire coupe en bout? Si les modèles ils sont symétriques, et ainsi de suite. Donc vous connaissez l'art du tissu. Exactement. Exactement. Moi, avec mes gars, j'ai envie de se battre avec n'importe quel moyen pour survivre dans ce monde-là. Le sentier aujourd'hui, c'est plus le sentier alors? C'est fini. Les sentiers dans les années 80 jusqu'à les années 90, c'était au summum. C'était au summum. Ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait, on n'arrive même pas à passer sur le trottoir. Tellement, il n'y a plus de place pour passer. Les mecs, comment ça s'appelle, quand ils livraient les colis ou livraient les rouleaux de tissu, c'est sur le trottoir avec un petit diable là, qui était poussé partout. Les voitures, ils klaxonnaient toute la journée. Les gens qui viennent chercher les colis, ça travaille de partout. De partout. Ça marchait au top des tops. Et aujourd'hui, ça ressemble à quoi le sentier pour vous? Pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose. Quand tu vois tous les grands qui sont en train de tomber l'un derrière l'autre, qu'est-ce qui reste pour les petits? Il suffit que tu rates une saison, t'es mort. T'es mort. Tout le travail, il est parti faire à l'extérieur. Soit en Turquie, soit en Tunisie, soit au Maroc. Soit maintenant, ils sont partis, comment ça s'appelle, dans les pays de l'Est aussi, c'est pareil. Tout le travail d'ici, elle est tout parti ailleurs. L'un des lieux emblématiques du Sentier est le passage du Caire. En suivant un chariot poussé par un livreur de tissu ou un cycliste traînant un attelage de chiens, vous déboucherez certainement devant ce dédale de ruelles couvertes. C'est le plus long de Paris, l'entrée principale invite au voyage. Frédéric, Oui, Yvan, vous m'invitez à une croisière sur le Nil? c'est exactement ça. C'est l'endroit idéal. Parce qu'ici, on est entouré par l'Égypte. Pourquoi cet hommage comme ça ici, dans plein cœur de Paris, à l'Égypte? Ça date de cette campagne d'Égypte que Napoléon a fait, alors qu'il n'était que Bonaparte à l'époque. Il sortait de la campagne d'Italie, il rentre en France. Comme on veut occuper ce bouillant général, on lui dit partez en Angleterre. C'est qu'il n'a pas pu traverser pour aller en Angleterre. Donc du coup, c'est lui qui propose d'aller en Égypte en disant comme ça va attirer les Anglais. On pourra se saisir de l'Angleterre pendant ce temps-là et nous, on va aller se battre en Égypte. Voilà pourquoi la campagne d'Égypte commence en 1798, au moment où on construit ce passage. Du coup, tous les noms dans le coin vont porter des noms soit de batailles, soit de lieux en Égypte. Donc la rue du Nil, la rue d'Alexandrie, la rue d'Aboukir, qui était une célèbre bataille de Napoléon. Et puis la place du Caire, la rue du Caire, évidemment. Et puis ces personnages-là, regardez, regardez ces 3 têtes de déesses. La déesse Hathor, qui était la déesse de l'amour, du partage. Elle est représentée comme une vache. Et d'ailleurs, leurs oreilles, là où on a des formes d'oreilles de vache, elle était là pour nourrir le pharaon. Donc c'est tout un symbole par rapport au commerce. Le commerce qui va s'installer tout de suite dans ce passage du Caire.
Ah ben, On va se mettre à l'abri. ah bah oui, messieurs, ça dames vaut le coup. Ah oui, tout à fait. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Frédéric, ce passage du Caire, ça a toujours été voué à l'activité du textile. Oh oui, ça ne faisait que reprendre l'activité qui était permanente dans le lieu, c'est-à-dire dans le sentier. Évidemment, le commerce du drap y est installé dès le Moyen-Âge. C'était le commerce le plus important du Moyen-Âge que le commerce du drap, depuis le mouton jusqu'au tissu que l'on vendait. Alors du coup, ici, se sont installés dès l'ouverture, c'est-à-dire dès la fin du XVIIIe siècle, les premiers commerces de draps et de fringues, de vêtements, littéralement, de la confection. Et puis petit à petit, cette confection est sortie un peu de ses murs, et là, on y retrouve principalement des commerces liés au commerce, justement, c'est-à-dire on y achète des cintres, des étiquettes, mais de tout. C'est un vrai Capharnaüm, mais c'est à la fois une caverne d'Ali Baba. C'est magnifique, il faut découvrir. Dans ce quartier qui n'est pas vraiment connu pour ses espaces verts, une riche propriétaire du quartier a décidé d'offrir ce mur végétal à l'angle de la rue d'Aboukir et des petits carreaux. Alors on le doit ce mur à Patrick Blanc, le célèbre botaniste entre autres du Quai Branly. On trouve sur ce mur pas moins de 7600 plantes et plus de 230 espèces. Croyez-moi, ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter. Un peu plus loin, on m'a parlé d'un tailleur rue Rambuteau qui lui ne connaît pas la crise. Il a fait le pari de l'innovation technologique, plus de mètres ni d'aiguilles, mais une drôle de cabine high-tech qui vous taille le portrait sous toutes les coutures. Moi qui rêve d'un costume sur mesure, je vais peut-être trouver mon bonheur. Bonjour. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous renseigner? Alors, on m'a dit que c'était l'endroit idéal pour se faire un costume sur mesure, à pas cher. Probablement. Vous souhaitez être dans du confortable ou près du corps? Qu'est-ce Alors, que vous aimez habituellement? Près du corps, confortable, c'est possible? C'est possible. On va essayer Alors, en on fait. essaie. Voyons, faites 52. Ouais, on va essayer un 54. C'est juste pour voir un petit peu comment vous vous sentez. C'est un peu près du corps là. Hein. Ouais, peut-être. On va se lier la taille supérieure. Prenez celle-ci. Ça, c'est la première étape. Oui, On choisit déjà une forme. voilà, pour voir un petit peu déjà. Ah, c'est mieux, là. Voilà. Là, c'est Là, près le du corps type et de veste que confortable. vous souhaitez. Ouais, c'est déjà mieux. Ici, votre boutonnière ne sont pas du tout au même niveau, donc là, il va falloir que je retravaille sur épaule haute, épaule basse, voilà, pour équilibrer tout ça. Parce qu'on a tous une épaule plus Tous. haute que l'autre. Il n'y a Ou aucune plus personne qui n'est symétrique. Bon, je vous explique comment ça se passe. Alors en fait, vous êtes juste en caleçon chaussettes éventuellement. Vous avez 2 empreintes dans la cabine sur lesquelles vous positionnez. Et les 2 poignets vous servent en fait pour caler vos bras par rapport au corps. Il est nécessaire qu'un espace existe ici pour que l'ordinateur mesure toutes les périphéries de votre corps. Et ça prend 3 secondes. Hein. Je vais être photographié en 3D. Ouais. Après, je vous ferai voir le résultat. Allez, on y va. Voilà. Donc, je vous laisse les poignets. Voilà, vous avez juste à vous mettre en caleçon chaussettes. Là, c'est pas pour vous. Vous voulez que je vous montre le résultat? Voilà. Ah, il faut que j'arrête la muscu, moi aussi. Vous avez à peu près 200 mesures qui sont affichées. Donc là, par exemple, on retrouve voilà, tour de poitrine, tour de taille et nombril, tour de genou. Donc j'ai vraiment un maximum de mesures pour maintenant retravailler autour de votre costume. La suite, c'est quoi? C'est la customisation. Et surtout, vous allez choisir votre tissu. Allez, j'ai choisi. Un joli velours bleu. Super. En termes de doublure, est-ce que vous voulez quelque chose de classique ou plutôt fantaisie? C'est joli, ça, un petit Liberty. Très beau. Mais sinon, on peut aussi créer un costume avec une photo que vous pouvez en fait intégrer dans votre doublure. Ah, on peut personnaliser sa doublure. Ouais. Par Vous exemple, avez un ici, exemple voilà, la photo d'un client, donc avec sa passion, Ah. le cheval. Ah oui, c'est chic.
Et ça, on amène sa photo. Voilà, uniquement. Et nous, on traite en fait, on sublime la doublure en fonction en fait de l'image. On va mettre une tour Eiffel, on va mettre le logo de Paname. Bah, pas de souci. Comment ça vous est venu cette idée? Faire un costume sur mesure par un maître tailleur, ça coûte une fortune, c'est entre 3 000 et 5 000 euros. Et surtout, vous avez du mal à trouver aujourd'hui cette compétence. Ils sont très très peu nombreux, c'est en voie de disparition, les écoles ne forment plus de maîtres tailleurs, donc il y a une tendance, une demande forte pour le vêtement sur mesure, parce qu'on a des morphologies tous différentes, mais par contre, il n'y a pas l'offre en face. Donc c'est la technologie qui va pallier à cette carence. C'est cette nouvelle technologie qui permet de faire des prix beaucoup plus réduits? Bien sûr, parce que l'idée, c'est de faire du sur-mesure, mais en automatisant toutes les étapes qui constituent la création de l'amont jusqu'à l'aval du vêtement. Malgré les bonnes idées, les artisans du tissu laissent place à d'autres façonneurs. Les façonneurs de monde virtuel qui ont rebaptisé le quartier Silicon Sentier. Ce grand bâtiment, autrefois voué au textile, Bonjour, accueille Marie. aujourd'hui le Nouma. Bonjour. Je suis où ici, dans le dernier bar de geek à la mode ou quoi? Écoute, peut-être, faut leur demander, mais surtout, tu es dans un espace de coworking, il y a effectivement des startups, des gens qui ont des projets. Et puis, tu sais, c'est hyper important pour que les gens se rencontrent, il faut un café et de la bonne nourriture. Ici, c'est pour tout le monde? Ah, c'est pour tout le monde. On passe dans la rue, on peut rentrer. Ah, tu peux venir, tu peux rentrer, tu peux t'asseoir, tu peux travailler, discuter avec les gens. Mais on n'est pas obligé de consommer? C'est pas un bar, hein? Non. Tu peux donner rendez-vous à ta grand-mère ici, par exemple. C'est super Tu cool. pourrais faire ça. Et c'est partout pareil? Non, je vais te montrer. Là où tu vas voir, c'est un peu plus, je vais pas dire sérieux, parce qu'ils sont déjà très sérieux ici, mais c'est un peu plus organisé. C'est quand même une ruche et une fourmilière, mais tu es sur des projets qui sont un peu plus matures. Oh, la belle bande jaune. Plus on monte dans les étages, plus les projets sont sérieux et évolués. Écoute, c'est simplifié, mais en gros, c'est ça. On est un peu sur l'histoire du progrès d'une start-up. Tu es en bas, tu te connectes. Tu es ici, tu décolles, rise. Tu es au-dessus, tu expérimentes. Et quand tu vas encore au-dessus, tu accélères. Et au dernier étage, c'est les étages événementiels parce que tu es prêt à te montrer au monde, au grand monde. Alors c'est évidemment un tout petit peu plus compliqué que ça, mais en gros l'idée c'est ça, c'est l'idée du parcours. Après, tu décolles. Et après tu décolles, t'es prêt, tu peux t'en aller. Eux ils ont une idée, ils n'ont pas encore les compétences, et donc il faut qu'ils passent de porteurs de projet à entrepreneurs. C'est toute cette étape-là. Alors, Numa, ça veut dire quoi? C'est numérique et humain. C'est possible? Ça a l'air. C'est un workflow qu'il va falloir avoir avec un arbre qui sera assez complexe, mais on a tout codé avec Amora. En voilà une qui atteint le dernier étage de la fusée. C'est Marjolaine et toute son équipe de fourmis. Depuis des mois, ils travaillent sur un site internet dédié aux étudiants. Des infos sur les facs, de bons plans logement, petits boulots ou sorties sympas pour étudier heureux. Moi, j'ai eu ce manque quand j'étais étudiante. Donc, j'ai étudié dans plusieurs pays à l'étranger, dans plusieurs écoles, universités en France. Et à chaque fois, j'arrivais dans un campus génial, plein d'opportunités. Mais finalement, quand on n'a pas le bon outil, c'est très difficile de savoir où se tourner, vers quoi. Et on rate pas mal de choses. Donc la galère de l'étudiant au quotidien, c'est vraiment ça qui nous a réunis et qu'on a voulu résoudre. Et là, on est ultra accompagnés. On rencontre énormément de gens qui nous challengent, qui challengent notre idée, le produit, le marché, les utilisateurs, etc. Oui, tu dis que tu es ultra accompagné, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on t'apporte comme aide? Des ateliers sur les techniques de comment monter une start-up, comment lever des fonds, du design. On a un designer en résidence, une entrepreneur en résidence, un développeur pour tout ce qui est informatique. Donc on a vraiment des gens qui sont là tout le temps. On a des mentors attitrés et puis il y a une émulation. Il y a une émulation parce qu'on est 12 start-up, donc on a entre 22 et 30 ans. On est tous ensemble H24 ici. On s'aide, on se pose des questions, on se challenge, on s'écoute, on se voit grandir. Donc c'est vraiment un environnement hyper propice, quoi. Dans quelques années, tu te vois où? Peut-être aux États-Unis ou encore en France, mais en tout cas dans une belle entreprise qui aura maturé, qui aura aidé des millions d'étudiants en France et ailleurs. Et cet endroit, ce Nouma, c'est pas un petit morceau des États-Unis? C'est un petit, d'ailleurs on est dans le sentier, le Silicon Sentier, qui est un peu à l'image de la Silicon Valley aux États-Unis. Donc oui, c'est clairement, c'est génial de voir ça grandir en France, quoi.
Juste en sortant de cette ruche, on tombe sur 2 petites rues qui forment un U. C'est l'emplacement exact de la plus grande et de la plus célèbre cour des miracles. Une zone de non-droit, le repère de tous les mendiants et voleurs de Paris, mais ça, c'était il y a plusieurs siècles, quoique. Ah, messire, bienvenue. Me fais pas les poches, espèce de vilain, va donc plutôt me chercher Gersal. Gersal, il est là. Ah, Il y a eu un miracle. c'est de la magie un peu. Oui, c'est du miracle, vous avez raison, Yvan. Parce qu'on y est là, la cour des miracles. Oh là là, mais vous savez, ça faisait peur, ça a fait peur pendant tout le Moyen-Âge. Celui qui nous en a parlé d'une façon extraordinaire, c'est Victor Hugo, évidemment. Les voleurs, les malfrats, les tire-laines, les voyous, ils étaient là, ils se répandaient. Et dès la nuit venue, ils faisaient les poches de tout le monde. Et puis un beau jour, Louis XIV a commencé à s'inquiéter parce qu'il recevait des courriers, on l'interpellait en lui disant « Mais attendez, la capitale est devenue extrêmement dangereuse, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose ?» Du coup, il se tourne vers son Premier ministre, Colbert. « Alors Colbert, qu'est-ce que vous faites, Colbert ?» Et du coup, on va créer ce poste de lieutenant général de police qu'on va confier à monsieur de la Reynie. Et là, il prend une centaine d'hommes, il rentre au milieu de la cour, comme ça. Puis il dit « Maintenant, tout le monde va sortir. Tous les voyous vont sortir par les brèches que l'on va faire. Et je laisse tout le monde libre, sauf les 12 derniers. Oh, les 12 derniers. Alors vous imaginez la course que ça va être. Alors parmi les 12 derniers, il y en a 6 que je vais pendre sur le champ. ça fout les miquettes. Et puis 6 qu'on enverra aux galères à vie. Alors du coup, les sapeurs commencent à ouvrir les murs sur les bas-côtés. Et là, il y a une ruée de voyous qui partent de partout et qui s'en vont dans Paris. Il va arrêter les 12 derniers, comme il l'avait dit, et malheureusement, certains vont être pendus haut et court immédiatement. Mais bref, le ministre Colbert, avec le soutien de ce lieutenant de police, a fini par nettoyer cette véritable cour des miracles, qu'on appelait cour des miracles. Oui, pour quelle raison? Tout simplement parce que les gens, les voyous qui étaient dans Paris, ils étaient toujours là comme ça, ils boitaient, ils étaient crocheteux, et dès qu'ils rentraient à l'intérieur de la cour, hop, ils se redressaient, ils étaient droits comme un i, ils n'avaient rien, quoi. Ils faisaient semblant d'être des malades ou d'être des amputés. Mais dès qu'ils rentraient dans la cour, c'était un vrai miracle. Ils se redressaient et là, ils devenaient des gens normaux. Vous me rendez mon portefeuille? Ah ben non, je l'ai pas pris. J'ai juste gardé les billets, moi, c'est tout. J'ai rien pris, monsieur. Bon, je quitte mon comédien des rues pour retrouver une vraie artiste sur scène. Installée récemment rue du Sentier, la Comédie des Boulevards présente chaque soir des futures vedettes de One Man Show. La petite comique qui monte, c'est Océane Rosemary, en pleine répétition quand j'arrive. Et c'est comme ça que je suis partie à Marseille avec mon pote Jérôme. Quelques mois plus tard, nous voilà donc installés à Noailles avec mon pote Jérôme. Dans un appart où, ouais, c'est vue sur mer, ouais. Ouais, en fait, regarde, tu vas dans les chiottes, voilà, tu montes sur la lunette, voilà, et là tu vois une petite lucarne, donc tu passes la tête, voilà, tu te penches, encore, et t'as vu là, on voit grave la mer, on voit grave, ouais, c'est cool, hein, ouais, on voit la mer, ouais, vue sur mer, ouais. Je vois ça va, hein. Ouais, très bien. Ouais, c'est super, mais c'est super là. Comme ça, du coup, t'as pas trop accéléré. Tu peux à Noailles avec Jérôme. Tu vois, tu peux reprendre les deux mains. Comme ça, ça le pose, ça t'empêche de sauter trop vite à la table d'après, en fait. De la BD, vous pouvez pas être pédé comme tout le monde. Bah non, j'ai pas vu ta carte bleue, mais elle est sûrement dans la poche arrière de ton jean noir, dans le panier à linge, comme la semaine dernière. J'ai perdu ma carte bleue. Ah, carte bleue, bisous, bonne nuit. Non mais sérieusement, quoi. Alors ce genre de format, de théâtre de poche comme ça, il y a 100 places, c'est l'endroit idéal justement pour roder un spectacle? Moi j'adore ce format, j'ai choisi cette salle parce que justement je la trouve très, très jolie, elle est récente, en plus c'est vrai qu'à Paris il y a beaucoup de théâtres mais aussi beaucoup de théâtres qui sont un peu branlants, où tu t'assois, tu tombes à moitié de ta chaise. Là, et c'est vrai que le fait que ce soit un peu tout neuf, tout propre, c'est quelque chose qui m'a séduit. Et puis le côté banquette, j'aime bien, les gens se serrent, on a tendance à faire un peu pas du surbooking, mais on charge la salle, on va dire. C'est très agréable d'avoir des salles très pleines et du coup il y a une ambiance très chaleureuse, très chaude qui est agréable pour moi pour jouer, quoi. Ce petit écrin du rire est le cadeau d'une maman à son fils. Martine était venue au départ pour aider Mickaël à la décoration. Elle est toujours là. Dans la famille Chétrit, je demande la mère. Mickaël Chétrit, qui est mon fils, il a eu une passion pour le théâtre et il m'a dit voilà, je voudrais cette salle et je voudrais la reconstruire, la transformer en théâtre. Parce que c'était pas du tout un théâtre à l'origine. Pas du tout, c'est une manufacture de tissus. On a l'impression que ça a 150 ans, alors que ça a combien d'années? Ça a 5 ans. 5 ans. On a chiné toutes les nuits et tous les samedis dans les brocantes. On voulait un endroit convivial, on voudrait un endroit cosy, on voulait que les gens n'attendent pas dehors quand il fait froid et soient à l'intérieur. C'est un endroit chaleureux dans une rue qui ne l'est plus vraiment. C'est un petit peu froid parce qu'il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé, mais c'est en train de se reconstruire petit à petit. J'ai presque grandi au Sentier. J'avais une affaire de cuir là-bas qui s'appelait Claude Richard et j'ai connu la belle époque du Sentier. C'était quoi la belle époque? Dans le film de La Vérité si je mens, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Alors vous me dites la vérité là. Je n'ai dit que la vérité.
C'était quoi la belle époque du sentier? C'était la belle époque. Qu'est-ce que je peux dire? Quand on transportait les billets dans les sacs poubelles. C'est horrible. La vérité. La vérité, ça se passait comme ça. Non mais c'est bien, je fais rire tout le monde, ça va. Allez, pour finir, je retourne dans le sentier égyptien, à l'entrée de l'ancienne cour des miracles, dans la mini-rue du Nil. À peine 70 mètres de bon goût qui compte aujourd'hui cette boutique remplie de produits et de mets savoureux. C'est le chef Greg Marchand qui, de retour des États-Unis, a ouvert le banc avec son restaurant américain baptisé le Frenchie, puis son snack, le Frenchie to go. Il a ensuite invité 2 copains. Comment t'as atterri ici? Par hasard. Et après 10 ans de vadrouille à l'étranger, j'ai décidé de m'installer. J'ai tout de suite eu le coup de cœur pour cette rue, cette petite rue pavée, avec la proximité de Montorgueil, donc quand même très centrale, et contre l'avis de tous, c'est-à-dire mon banquier, mes amis, qui me disaient « Mais la rue du Nil, ça va pas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Elle est fermée, il y a des rideaux de fer, il n'y a pas de passage. Il y a des prostituées, enfin c'était vraiment la petite rue un peu glauque du quartier quoi. Donc t'as eu du pif? Ouais. Et alors, ça a marché tout de suite? Tout de suite. Après 2 semaines d'ouverture, le carnet de réservation était plein et depuis il n'a jamais désempli, donc je touche du bois. Hein. Maintenant Greg, t'es plus tout seul dans la rue. On a fait venir des amis, des fournisseurs, avec qui on travaille depuis très longtemps. Un jour, ils m'ont dit écoute, nous on aimerait avoir pignon sur rue pour pouvoir proposer nos produits à monsieur, madame, tout le monde et pas seulement aux restaurateurs. Et du coup, ils ont pris un local, et puis 2, et puis 3. On a tous le même esprit, on a tous la même mentalité et je pense que ça se ressent. Il y a une vraie cohésion dans nos relations. On va voir ça. Allez, on va aller voir Hippolyte Courty. De l'arbre à café. Facteur. Bonjour Hippolyte. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Yvan? Eh ben, bienvenue, Yvan. Vous êtes Bonjour. dernier arrivé? Je suis le dernier arrivé dans la rue, oui. Oui, tout à fait. Ici, c'est le temple des amoureux du Petit Noir. Hippolyte propose et torréfie des cafés d'exception, des grands crus venus du monde entier. Toujours content, ça marche, ça roule? Et toujours content, bah oui, il y a une communauté d'amateurs, de gens qui aiment le produit, qui aiment manger, qui aiment découvrir. Donc c'est super, oui. Bon, on va aller voir nos... Ciao Hippolyte. On va aller voir nos amis de Terroir d'Avenir, dont voici la poissonnerie. Voilà. Donc là, on est vraiment sur la pêche de petits bateaux, poissons de ligne, la plupart du temps. Poisson de saison. Toujours du haut de gamme. Du très haut de gamme. Du très haut de gamme. Et là, c'est la boucherie. Et voilà la boucherie. Pareil, même esprit, des petits producteurs, des bêtes qui ont eu une vie heureuse. Ouais, on chine les bons produits, hein, c'est comme... Ouais. Mais nous, voilà, le restaurant, donc juste ici. Ça, c'est le Frenchie. C'est le premier resto, c'est le premier établissement. Le premier établissement. Ça a commencé ici, l'histoire. Voilà, exactement. De notre fenêtre, on peut voir les cochons de lait et les agneaux de lait des Pyrénées pendus. Et donc ici, leur épicerie maraîcher. Terroir d'Avenir, c'est l'idée de 2 garçons. Au départ, leurs produits d'exception étaient réservés aux grands chefs, mais face à la demande, ces marchands des 4 saisons ont ouvert ici leur première boutique pour tous. Il paraît que ça a commencé par une histoire de navet. Ce navet, il est là. C'est du navet de Pardaillan, en fait. C'est une variété de navet qu'on trouve uniquement près de Pardaillan. Il faut attendre l'orage du mois d'août pour pouvoir le semer. Donc c'est un navet qu'on peut manger cru aussi, un peu comme un radis noir, mais qui a un goût très sucré, en fait, qui n'est pas du tout piquant, contrairement au radis. Et si on le coupe assez finement, eux là-bas, ils le font sauter comme des patates. On va prendre un verre au Frenchie, tu veux? Allez, avec plaisir. Pour manger un petit truc. Oui, là, ça s'étoffe un peu, alors. Ouais, bon, on travaille avec plus de 200 producteurs maintenant. Ça va? Ouais. Moi, je veux bien un petit morceau de Rubens. Voilà.
Ça aussi, c'est maison. Voilà, toutes ces maisons, on fait notre bacon. Ah oui, c'est magnifique ça. J'ai déjà ciblé le sandwich. C'est un nouveau sentier qui apparaît quand même. Le sentier est en pleine transformation. En fait, le sentier s'est transformé aux étages il y a longtemps déjà, en termes de quartier résidentiel. Et maintenant, c'est effectivement les rez-de-chaussée qui se transforment. Et nous, on participe de cette transformation. Il faut goûter le pastrami, il faut goûter le pastrami, il faut goûter le hot dog. Un petit Personne morceau, ne part tant que tout n'est pas fini, hein, je vous préviens. Ça tombe plutôt bien parce que je n'ai pas très envie de quitter ce quartier qui bouge vite et qui mérite aujourd'hui d'être redécouvert. Si vous aussi, vous avez encore une petite faim, je vous invite à revoir cet épisode sur le site de François Paris et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname.